Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous poursuivons notre parcours à travers ces pays de la péninsule indo-chinoise et la dernière fois, nous étions entrés plus directement dans la période tout à fait contemporaine pour voir comment les trois pays de la péninsule vivent des réalités géopolitiques un peu différenciées, qui ont quelques traits communs aussi, on le verra, en commençant par le Cambodge qui a retenu notre attention plus longtemps. Et on avait vu qu'après une période où les organisations des Nations Unies, à travers la PRONUC, avaient géré pendant presque 2 ans les institutions et les affaires du pays, le Cambodge était passé sous une autre forme de dépendance tout à fait différente à partir du tournant du siècle, avec une dépendance de plus en plus nette envers la Chine. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait une dette assez considérable qui limitait l'autonomie du pays. On retrouve des choses un peu similaires pour le Laos et on avait commencé pour étudier ce deuxième pays en regardant à travers un cas concret qui est celui de la ligne de chemin de fer dite à grande vitesse. C'est déjà pas mal, autour de 160 km/h pour les trains de voyageurs, moins pour les trains de marchandises, qui va depuis la frontière chinoise jusqu'à la capitale vientiane et de là poursuivre vers le réseau thaïlandais. Et on s'était arrêté pour se poser la question, mais au fond, est-ce que c'est une ligne profitable pour le Laos? Alors, il est de bon ton de dire de la part des deux pays qu'on est dans un processus gagnant-gagnant. Oui, pour une part, c'est vrai. Donc, il y a du côté du gouvernement laotien, incontestablement, l'idée de désenclaver un pays qui, je vous le rappelle, n'a pas de façade maritime et de plus assez mal desservi en équipement de communication, hormis le grand fleuve qu'est le Mékong. Voilà pour cette voie de chemin de fer. On peut voir que du côté chinois, il y avait également le désir de pénétrer davantage vers l'Asie du Sud-Est, donc d'avoir une voie de communication, mais également de créer ce qu'on appelle un corridor économique, c'est-à-dire une zone de développement économique. Vous voyez la dénomination en anglais qui figure sur la diapositive. Mais il n'y a aucun doute que l'idée est d'offrir aux entreprises chinoises de nouveaux débouchés, c'est-à-dire des relais de croissance. Pourquoi est-ce que c'est important ces relais de croissance? Eh bien, tout simplement parce que des relais de croissance, la Chine s'était beaucoup développée toutes ces dernières années grâce à une formidable expansion économique qui prenait sa source, pas unique, mais pour une part, dans les exportations vers le monde entier et notamment vers les pays développés. Quand il y a eu le ralentissement qui a commencé à apparaître il y a déjà quelque temps, il y a eu le relais de croissance de l'immobilier, mais vous savez que l'immobilier est un secteur qui s'est tellement endetté qu'aujourd'hui, il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Et donc, les entreprises chinoises cherchent des relais de croissance dans le sud-est asiatique, les pays de l'ASEAN notamment, qui connaissent une forte croissance économique. Et puis, il y avait un autre point, on s'était arrêté à peu près là, pour voir que pour la Chine, il y avait également une question d'aménagement du territoire, c'est-à-dire d'avoir depuis le Yunnan une possibilité d'accéder plus facilement et vers les pays de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Bien parce que le Yunnan est, par rapport au reste de la Chine, dans une situation de province périphérique et qu'il s'agissait de transformer cette situation de province périphérique en une position de centre. Voilà, là on voit le président laotien, le président Sisulite, comme pas mal de responsables de ce pays, eh bien, on peut estimer que l'élite politique laotienne
n'est pas dépourvu de quelques compromissions et de corruption. Voilà une carte. Donc là, elle vous permet de mieux visualiser. Donc, quand on part du nord et pour aller vers le sud, depuis la grande ville de Kunming, qui est la capitale de la grande province de Yunnan, au sud de la Chine, sud-sud-ouest, d'atteindre la frontière dans une ville qui s'appelle Boten. Et là, donc, avec cette nouvelle ligne à grande vitesse qu'on vient de voir, d'atteindre la capitale du Laos, Vientiane. Et de là, de gagner le réseau thaïlandais, qui est un réseau de communication assez dense, notamment au plan ferroviaire, et de pouvoir partir donc vers la capitale Bangkok et le port de Laem Chabang. Voilà donc, vous, en regardant la carte, vous comprenez l'intérêt qu'il peut y avoir dans cette voie de communication qui, je vous le rappelle, traverse un pays où le relief est très important et où une voie de communication rapide est particulièrement utile. Alors, ceci étant dit, le Laos, comme on l'avait vu pour le Cambodge, c'est un pays qui, pas simplement à travers le coût très exorbitant de cette nouvelle ligne de chemin de fer, 6 milliards de dollars, un pays qui s'est endetté de manière très importante ces dernières années à l'égard de son grand voisin chinois, tant et si bien que face à des difficultés de remboursement, vous voyez que le Laos a dû céder la gestion et le contrôle de son entreprise nationale d'électricité, donc à une société chinoise. Voilà donc la réalité des conséquences de l'endettement. C'est donc bien un piège qui est là, ce qu'on appelle le piège de la dette, et qu'un certain nombre de pays, notamment en Asie, ont connu beaucoup d'articles ces derniers temps, notamment à propos du Sri Lanka, mais il y en a d'autres, des degrés plus ou moins importants, comme le Pakistan, voire même certaines républiques d'Asie centrale ou la Mongolie. Bon, donc cette dette, elle est élevée et ce qui est important, c'est de voir la proportion de l'endettement à l'égard d'un seul pays qui est la Chine, dans la moitié, peut-être même un peu plus aujourd'hui. Et ce niveau d'endettement contribue au déséquilibre des finances publiques parce que ces prêts appellent sur le budget de l'État ben, des remboursements et qui ont tendance à s'accroître aujourd'hui puisque les taux dans les principaux prêts ont tendance à remonter depuis maintenant presque 8 à 9 mois. Alors, qu'est-ce que ça engendre dans le pays? Eh bien, une forte inflation, vous allez dire, il n'y a pas que le Laos qui est concerné, il y a d'autres pays, mais l'inflation est particulièrement marquée, hein. On est à peu près à un taux de 25% pour les 12 derniers mois, ce qui est beaucoup pour une population, je vous rappelle, qui est parmi les pays très pauvres hein, de l'Asie Pacifique et même de l'Asie du Sud-Est. Ça aussi comme conséquence que ben, aujourd'hui, le pays se trouve dans une situation, on va pas dire de faillite, mais tout au moins que les réserves de change ne permettent plus d'assurer eh bien, les financements et notamment les remboursements que pour quelques mois. Alors, bon, ben, on dit qu'il y a quelques arrangements qui ont pu se produire avec le principal créancier, mais pour l'instant, la situation est plus qu'incertaine. Le piège de la dette, ça amène aussi à ce qu'il y ait des comportements, et on peut penser en particulier au comportement de la Chine aujourd'hui au Laos, qui est un comportement qu'on peut qualifier de néocolonialisme au plan économique. Alors ça se traduit par des expropriations de terres, par de la monoculture, par de la déforestation, tout cela étant au fond une sorte de paiement en nature, si on peut dire, et de produits qui ont comme destination la Chine. Une autre conséquence, c'est que, alors que le pays n'avait pas connu de situation grave de pénurie ces dernières années, actuellement, il y a une forme d'insécurité alimentaire qui a été accrue ces derniers mois en raison aussi de l'incertitude climatique et du réchauffement. Alors, est-ce qu'il y a des restructurations en cours? On sait qu'il y a quelques négociations avec le gouvernement chinois. Quelques contacts, bien sûr, avec le FMI qui est là pour gérer ce genre de situation et pour arriver à mettre en route des programmes de restructuration de la dette. Alors, quel est le risque pour le Laos?
Eh bien, on l'a vu à travers une diapositive précédente, le risque, c'est de transférer la gestion d'entreprise, la gestion d'infrastructures à des entreprises chinoises, voire même la propriété et l'exploitation de ressources minières. Le Laos est assez riche en ressources minières qui sont utiles dans les contextes d'aujourd'hui, notamment qui connaissent des renchérissements du prix des matières premières. Dans le domaine de la propriété foncière, avec l'idée d'étendre de l'EVA pour avoir de l'huile de palme, et là aussi au profit de son voisin auprès duquel on est endetté, les ressources énergétiques, on en a déjà parlé, tout ceci pour parvenir à rembourser cette dette. En ce sens-là, il est clair qu'on peut bien parler de piège. Dans les infrastructures, en même temps, si les coûts sont aussi élevés, c'est aussi parce que la- les projets menés avec la Chine sont des projets qui sont parfois surdimensionnés par rapport aux nécessités du pays. Je rappelle, le Laos, c'est un petit pays, 7,5 millions d'habitants. Et là, vous voyez, on est à la frontière de la Chine. Vous voyez une voie autoroutière dont légitimement on peut dire que peut-être avoir le flux de circulation, bah, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir une voirie de cette importance-là. Bon, voilà encore un article tout récent du Monde qui est apparu il y a quelques semaines à peine cet été et qui titre le Laos sous le poids de la dette chinoise. Pour terminer avec ce deuxième pays de la péninsule, on peut repasser quelques vues ou passer des vues qui montrent la réalité socio-économique du Laos actuellement. Vous voyez, c'est quand même un pays d'abord avec des forts reliefs, un pays où la population est très largement rurale, c'est des populations de paysans hein, qui vivent voilà, assez modestement avec quelques cultures et un peu d'élevage. Parfois aussi, ça avait eu un certain succès, des formes intéressantes d'écotourisme aussi, bien maîtrisées. Voilà. On ne va pas quitter le pays sans aller voir ce qui se passe à la frontière commune ou presque commune avec le Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie, la Thaïlande, le Laos bien sûr, et la Chine, une région qu'on appelait le Triangle d'Or et qu'aujourd'hui on appelle le quadrangle économique. Qu'est-ce que l'on peut voir? Alors vous allez dire, c'est un peu fouillis, toutes ces flèches. C'est simplement pour attirer votre attention sur des trafics et des commerces qui ne sont pas tous des trafics licites. À travers un certain nombre de postes frontières internationaux d'une certaine importance, vous voyez tout au bas de la carte, à la frontière de la Thaïlande et du Laos, la ville de Waikse. Je suis passé il y a 4 ans. Bon, à vrai dire, avec l'œil naïf qui est le mien, on ne voit pas forcément grand-chose. Mais bon, on est sur un des points de passage transfrontaliers d'un commerce pour une part légale, mais pour une part largement illégale. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Dans l'illégalité, il y a aussi bien du bois qui, normalement, n'aurait pas dû être commercialisé parce qu'on est dans des types de forêts dont l'intérêt écologique est fondamental, une espèce rare. Les espèces sauvages, ben, pensez au tout départ de la pandémie de la Covid. On voit aussi que ce type de trafic et de commerce qu'on retrouve sur les marchés chinois peut avoir parfois des conséquences tout à fait désastreuses. Mais le principal, bien sûr, c'est la drogue. La drogue qui passe largement à travers toutes ces frontières que l'on voit pour aller ensuite être commercialisée via la Thaïlande et Bangkok ou via la Chine. Bon, c'est un vrai problème qui est pas très connu, mais là aussi, bon, il y aurait à faire et à travailler sur les dimensions géopolitiques de la drogue, sans parler d'autres trafics illicites comme les trafics des personnes. Bon, quittons notre cher Laos parce que si vous y allez, vous verrez, c'est un pays magnifique qui vaut la peine d'être visité. Moi, en évitant le plus possible les circuits trop organisés avec des grandes agences, partez plutôt avec une petite agence un peu écolo ou partez par vous-même, c'est pas difficile d'y circuler, puis en prenant un vélo, bateau, bus, tout ce que vous voulez, et vous apercevrez que c'est plutôt à la fois sympathique et pas très compliqué. Alors, le Vietnam, voilà, le troisième de nos pays de la péninsule, et là, on est dans un cas de figure qui est fort différent. Fort différent parce que le Vietnam, vous voyez le titre que j'ai adopté,
en termes géopolitiques, qu'est-ce qui caractérise ce pays actuellement? Eh bien, c'est son ouverture assez large, pas simplement vers les pays voisins. C'est le pragmatisme des autorités vietnamiennes et qui finalement cherchent à avoir une gouvernance efficace et en partant des réalités telles que les pays les connaissent et telles que le monde environnant les connaît. Et avec, c'est peut-être le point le plus important, une recherche permanente de l'équilibre. Alors, équilibre, pourquoi? Ben, parce que dans cette Asie du Sud-Est, on est en présence d'un affrontement, entre guillemets, des très grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et le Vietnam cherche avant tout à se préserver, d'être entraîné dans des tensions qui ne sont pas directement les siennes, même si elle ne peut pas faire l'impasse. Alors commençons un peu par l'aspect ouverture. D'abord, on a une mutation de la société et de l'économie. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui, depuis des années, connaît une croissance assez rapide et connaît des évolutions liées à l'alphabétisation, la formation, l'urbanisation, etc. Et de l'économie, ben parce que avec la nouvelle étape qui a cours depuis maintenant plus de 25 ans, qu'on appelle le duomoy, il y a un large appel à l'économie privée. Alors ça montre quoi? Et puis c'est des points qu'on verra plus en détail avec les diapos suivantes, qu'on a une population qui est assez largement urbaine aujourd'hui, à 50%, voire plus même peut-être actuellement, et avec deux pôles majeurs, deux pôles qui sont des moteurs et des villes, des agglomérations qui sont de véritables facteurs d'entraînement pour le pays, que sont Hanoï et Ho Chi Minh Ville ou Saigon, pareil. Ça, c'est pour la population. Côté économie, on a une économie qui est de plus en plus ouverte à l'international. Et le mot qui revient tout le temps quand on regarde des analyses, des articles ou des études sur le pays, c'est on dit une place croissante dans les chaînes de valeur. L'économie aujourd'hui étant de plus en plus internationale, un produit que vous achetez sur le marché, comme un téléphone portable de dernière génération, ben en fait, il y a dans les chaînes de production et donc des chaînes de valeur des passages par pas mal d'étapes géographiques. C'est un pays qui joue un rôle actif dans les structures régionales de proximité. Alors, la principale, c'est l'ASEAN. Et bien que les régimes politiques soient fort différents au sein des pays de l'ASEAN, il y a une entente qui se passe plutôt pas mal, avec, même si les décisions doivent prises à l'unanimité, finalement, les 10 pays, quel que soit le régime politique, arrivent souvent à bien s'entendre. C'est aussi l'ouverture avec un traité, alors il est un peu tôt pour en juger les effets avec l'Union européenne qui a été signé il y a à peine 2 ans. Et donc voilà, il y a tout ça, et puis sans oublier que le grand voisin du Nord, la Chine, demeure un fournisseur essentiel, même si sa part relative a tendance à diminuer. Alors on va regarder du côté de la population. Et pour cela, il y a un point, outre la nouvelle répartition rural-urbain que j'ai déjà cité, il y a un sujet qui n'est pas suffisamment traité et qui a une réelle importance géopolitique, c'est l'importance de la diaspora vietnamienne. Il y a aujourd'hui 4,5 millions, peut-être plus, de Vietnamiens qui vivent à l'extérieur du Vietnam. Et ils sont présents dans de très nombreux pays, puisque on estime à plus de 100 pays les territoires où il y a eu accueil et présence de ressortissants vietnamiens. Bon, avec des traits quand même assez marqués. L'essentiel, plus des trois quarts d'entre eux sont installés dans des pays occidentaux, c'est vrai. Sur les 4,5 millions, il y en a 2 millions largement, peut-être légèrement plus, qui résident aux États-Unis et 300 000 en France. 300 000 en France, l'INSEE quelquefois nous donne des chiffres qui sont un petit peu, bon, il faut prendre le temps de bien analyser pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a à compter des populations vietnamiennes, vraiment, vietnamiens qui sont arrivés en France, mais qui ont donné lieu à des mariages franco-vietnamiens. Et ce qui en compte les descendants, c'est-à-dire les enfants de ces couples, on arrive effectivement à 300 000.
En même temps, une fois qu'on a dit ça, vous allez penser, mais s'ils sont partis, ils sont partis. Et tel n'est pas le cas parce que les liens demeurent assez forts avec le Vietnam. Et pourquoi? Notamment, on va le voir, des liens familiaux qui subsistent, par exemple. Et du coup, en termes géopolitiques, tout de suite, on peut pointer à une information importante. Eh bien, c'est que ces liens sont une source très importante d'interconnaissance, notamment entre Occident et Vietnam, et une source permanente d'information. Alors, on est assez bien outillé parce qu'il y a une étude de l'ONU à travers l'Office des migrations internationales qui a étudié les profils migratoires des Vietnamiens. On voit que les mouvements de population sont déjà anciens et liés au démarrage plutôt au conflit du XXe siècle. Conflit du XXe siècle et pas simplement dans la deuxième moitié, non, non. Euh, dès 1914, le gouverneur général avait entrepris à la demande du gouvernement français au début de la Première Guerre mondiale d'envoyer pas moins de 50 000 ouvriers, 50 000 soldats pour eh bien, aider la patrie en danger. Alors, beaucoup sont revenus après la guerre de 14-18, pas tous, et c'est ainsi que on a eu, par exemple, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais c'est que le développement, par exemple, de la riziculture en Camargue, eh bien, elle est assez largement due à la présence de Vietnamiens qui avaient la maîtrise de cette production, qui était antérieurement quasi inexistante en France. Vous avez un petit monument d'ailleurs dans une ville, une bourgade de Camargue qui s'appelle Saint-Giraud, où il y a un monument sur cet apport des Vietnamiens dans cette production qui maintenant est assez largement répartie et répandue dans cet espace. C'était la même chose en 40-41, où il y a eu, surtout en 40, pendant la drôle de guerre, à nouveau envoi de main-d'œuvre pour les industries d'armement. Pas pour très longtemps, puisque la défaite est venue rapidement en 1940. Le conflit du XXe siècle, bah, c'est aussi tout le mouvement des Boat People. On les estime à peu près à 800 000 personnes qui ont quitté le Vietnam, surtout le sud. Et voilà pour donc ce premier type de mouvement migratoire. Dans la période plus proche de nous, eh bien, les déplacements ont été davantage des déplacements asiatiques. Alors, on va passer en revue les types de migration et leurs raisons. Alors, une tout d'abord qui a son importance, c'est les migrations de travail. Aujourd'hui, il y a très peu de migrations, il n'y en a même plus du tout, du Vietnam vers la Russie, alors qu'il y en avait naguère vers l'URSS. Donc là, on est plutôt dans des migrations vers l'Asie, à peu près 500 000 Vietnamiens répartis dans une quarantaine de pays, dont très largement des pays d'Asie. Et le mouvement ne s'arrête pas, puisqu'on estime à peu près à 80 000 les départs chaque année. Alors, ce qui est assez intéressant et que relève l'étude, c'est qu'il s'agit de profils professionnels qui sont très divers. Très divers parce qu'il y a des profils très qualifiés et d'autres beaucoup moins. Mais simplement, ce qu'on observe, c'est que les destinations ne sont pas alors les mêmes. Autre raison de déplacement vers l'étranger, alors celui-là qui normalement est plutôt provisoire enfin 3, 4, 5 ans selon la durée des études, mais parfois plus longtemps parce qu'à l'issue des études, eh bien, il y a installation de ressortissants vietnamiens dans les pays où ils ont fait leurs études. Alors ces études à l'étranger, bon, ben, la guerre c'était vers la Russie, mais aujourd'hui c'est quasiment presque plus rien. Les pays d'aujourd'hui, c'est l'Australie, plus proche, la Chine, certes, les États-Unis, Singapour, le Royaume-Uni. La France ne vient qu'après. Alors, hormis dans cette liste de 5 pays, hormis la Chine, vous repointez que tous les autres pays, c'est des pays anglophones. Et ce qui est logique. Logique pourquoi? Eh bien, parce que on voit aujourd'hui que dans les lycées vietnamiens, la première langue, c'est à plus de 85% l'anglais. Donc, pensez pas que les jeunes Chinois apprennent le mandarin, c'est pas vrai. C'est essentiellement comme langue étrangère l'anglais et un petit peu le français, mais sans se faire trop d'illusions, il n'y en a pas beaucoup dans les jeunes qui l'apprennent.
Toujours en matière d'études à l'étranger, alors un mouvement beaucoup plus récent, massif, c'est vers la Corée du Sud et le Japon. Alors pourquoi? Ben parce que ces pays-là ont accordé pas mal de bourses, etc. Et que donc il y a effectivement des étudiants vietnamiens qui partent de plus en plus aussi vers ces destinations. En termes de réciprocité, on peut pointer également la présence d'étudiants étrangers à l'intérieur du Vietnam. Alors, ces étudiants étrangers viennent de pays de l'ASEAN et notamment des deux voisins que sont le Cambodge et le Laos, qui sont guère équipés en matière d'enseignement supérieur, ou de manière assez modeste. Source encore de migration, ce sont les mariages. Alors les mariages, c'est pas à égalité homme-femme, non, c'est surtout des Vietnamiennes. On a fait le comptage à travers l'étude que j'ai citée de 133 000 d'entre elles sur simplement une période de 5 ans. Pour quelle destination? Alors c'est l'Asie plus septentrionale, Taïwan, Corée du Sud et Chine. Alors pourquoi allez-vous me dire? La Chine, bon, c'est bien connu, c'est la politique d'un enfant unique qui fait qu'il y a un déficit de filles qui est considérable. Taïwan et Corée du Sud parce que, eh bien, le fait qu'on puisse savoir dès les premières semaines de la grossesse le sexe de l'enfant fait qu'il y a effectivement pas mal d'interruptions volontaires de grossesse et qu'il y a davantage de garçons que de filles. Donc, quand on regarde une pyramide des âges, il y a un déséquilibre dans ce qu'on appelle le sexe ratio qui est assez net. Dernière migration, alors là, c'est celles qui sont dites illégales, et notamment vers la Chine du Sud. Alors vous allez dire quoi? Ces migrations de personnes dites illégales? Ben, c'est le trafic de la prostitution. Alors, je vous avais dit que les étudiants vietnamiens bougent, mais il y en a aussi des étudiants qui viennent au Vietnam. Et ce qui est assez intéressant, c'est que peut-être qu'en termes de qualité de l'enseignement supérieur, on a deux classements qui sont particulièrement bon, significatifs. Il y a ce qu'on appelle le classement de Shanghai et puis le classement qu'on appelle Best Global Universities. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 5 établissements d'enseignement supérieur du Vietnam qui sont classés dans ce répertoire. Donc, bon, euh, voilà, j'en termine avec cette question de la population qui est présente dans beaucoup de pays du monde pour dire que c'est très intéressant en termes de réseau. Et sans oublier qu'il y a des retours au pays de Vietnamiens qui s'étaient expatriés et il y a plusieurs raisons qui sont invoquées dans ces retours. Alors là, qui ne sont pas dans l'étude, qui sont des analyses que j'ai regardées par ailleurs. D'abord parce que quand on a quitté le Vietnam, il y a, c'est compréhensible, un désir d'y revenir, quoi. Il y a une espèce de nostalgie de ce pays auquel beaucoup de personnes sont très attachées. Qui va de pair, c'est que les liens familiaux demeurent. Les liens familiaux demeurent et les informations familiales circulent. Bon, une partie de ma famille qui a des attaches très directes au Vietnam. C'est incroyable. L'accès à Internet y est particulièrement aisé. On communique très souvent, facilement. Et pour ceux qui ont moins l'usage du vietnamien, la traduction, elle n'est pas parfaite, mais quand même intéressante par Google, permet d'être en permanence de façon simple en lien, même si la pratique de langues étrangères n'est pas toujours très aisée. Il y a aussi un point qui a beaucoup changé, c'est la législation vietnamienne qui s'est beaucoup assouplie à l'égard de ceux qui avaient fui le pays. Au moment de la prise de Saigon, en avril 75, ceux qui avaient fui, mais c'était des renégats, quoi. Hein, on ne voulait pas les voir. Et à la limite, ils auraient voulu revenir, on les aurait mis dans des camps. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et ça a des conséquences, alors non, démographiques bien sûr, mais ça a des conséquences économiques aussi. C'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont créées, alors ce qu'on appelle les Vietnamiens qui sont revenus, ce qu'on les appelle les Viet Kieu, eh bien, qui ont créé des entreprises, souvent de petite ou moyenne dimension, mais c'est des acteurs économiques qui ont une spécificité, c'est qu'ayant bourlingué dans des pays développés, ils ont une bonne appréhension de la demande actuelle sur les marchés. Alors j'ai mis en italique quelque chose à ne pas oublier, c'est que le fait
d'avoir cette communauté très large à l'extérieur et qui souvent a bien réussi professionnellement, ben, ça permet de rapatrier pas moins de 20 milliards de dollars chaque année. On continue notre tour d'horizon en regardant donc on a déjà passé cette diapo. Donc, le premier et deuxième alinéa, c'était sur les mutations de la société, sur la population qui a bougé, etc. La diaspora, tous ces points-là, les Vietnamiens qui sont vus. On va à l'alinéa suivant, une économie qui est largement ouverte à l'international et on va expliquer les éléments. Alors, un chiffre qui est considérable, qui peut vous étonner, c'est que cette année, en 2022, l'estimation de cette revue économique vietnamienne qui s'appelle Nam Dan, à partir des statistiques des douanes, imagine qu'à 5 ou 10 milliards de dollars près, ben, on va atteindre un record en 2022 de 700 milliards de dollars, importation et exportation comprises. Voilà un niveau qui évidemment est important et avec une croissance extrêmement rapide ces dernières années. Alors, vous voyez un congrès qui pourrait être celui du Parti communiste vietnamien, comme il est ici avec le Parti communiste chinois, illustré par Chapat, un caricaturiste que j'aime beaucoup, à l'époque d'Hu Jintao, qui déclare pas ouvert le congrès du Parti communiste, mais qui déclare ouverte cette assemblée des actionnaires. Bon, un peu d'humour, mais en même temps, c'est une réalité qui est bien présente, c'est-à-dire la présence des méthodes capitalistes et des instruments du capitalisme. Alors, revenons à nos 700 milliards d'échanges de biens. Ça ne comprend pas les échanges de services qui sont moindres. Qui est client du Vietnam aujourd'hui? Alors ça, c'est intéressant à regarder parce que vous allez mieux cerner la question de cet fameux équilibre que recherche en permanence le gouvernement vietnamien. Premier client et de loin, il n'y a aucun doute, c'est les États-Unis. Alors là aussi, peut-être pourrait s'étonner en se disant, mais comment le Vietnam, après tout ce qu'il a subi, peut être aussi ouvert vers les États-Unis? Ben oui, c'est comme ça. La Chine ne vient qu'au deuxième rang, mais assez loin derrière. Et puis les pays qui suivent, ce sont les deux autres puissances économiques importantes, la Corée du Sud et le Japon. Hong Kong, là, pour les questions de réglementation douanière, est mis à part de la Chine, mais en réalité, il faudra additionner les deux lignes. Et après, on a une alternance de pays européens et de pays asiatiques. Pays européens, ben, on a les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. Quand vous voyez des statistiques douanières pour les Pays-Bas, vous êtes en train de penser, mais comment un petit pays peut avoir un niveau là ici, il s'agit de clients du Vietnam aussi élevé. Alors je crois qu'on ne peut pas comprendre cette situation si on n'a pas présent à l'esprit là ce qu'on appelle le pays rénant, c'est-à-dire le commerce, il se fait en grande partie par le port de Rotterdam, l'un des plus grands, peut-être le plus grand port du monde, et donc ça va vers tout le bassin rhénan, y compris allemand, ce qu'on appelle en géographie une sorte d'interland, l'arrière-pays hein, de l'entrée. Et puis l'Inde et la Thaïlande, bon, c'est pas énorme, on est à peine à 2%, mais avec des taux élevés. Hein. Vous voyez des chiffres qui augmentent de 21 et 17% respectivement. La France est loin, hein, même si on a des liens historiques avec le Vietnam. Vous voyez qu'on n'est pas un gros client du Vietnam. Maintenant, on peut regarder du côté des fournisseurs. Alors, du côté des fournisseurs, vous avez une évidence, c'est que ce sont les pays de l'Asie-Pacifique qui sont, et de très loin, les gros fournisseurs du Vietnam. Il n'y a qu'un pays qui s'immisce dans ce classement, c'est les États-Unis. Mais sinon, Chine, Corée du Sud, Japon, vous voyez la place de Taïwan, qui est un petit pays, hein, mais Thaïlande, Malaisie, Australie, Indonésie, Inde. Donc, c'est clair que le Vietnam vend ses produits grand large et importe pas mal à travers la zone géographique à laquelle elle appartient, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique. Alors, dans les statistiques douanières, on a toujours beaucoup de problèmes à trouver les questions d'achat et de vente d'armement. Euh, les Russes, jusqu'à une période très actuelle, ont encore vendu assez largement du matériel militaire à un certain nombre de pays, et notamment aux pays d'Asie, à peu près pour, on estime, 50 milliards de dollars. Alors on voit quels sont les pays destinataires, l'Inde, la Chine,
mais vous voyez que le Vietnam, c'est pas rien. Et quand on regardera les dimensions politiques, géopolitiques concernant la sécurité, ben, on reviendra sur cette question de l'armement russe qui est acheté soit directement, soit via l'Inde, l'Inde qui revend du matériel au Vietnam. On peut d'ailleurs s'interroger quand on voit le caractère mais assez obsolète des matériels utilisés dans le conflit ukrainien par l'armée russe, si le lobby industrielo-militaire russe n'a pas davantage livré à l'exportation qu'il n'a fourni à l'armée russe. Regardons ce qu'il en est de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs extérieurs. On a dit, hein, et je le répète, que c'est une économie ouverte, l'économie vietnamienne. Et alors, ce qu'on observe dans cette économie ouverte, c'est que le secteur privé s'est beaucoup étendu ces dernières années, tandis que les entreprises d'État tendent à perdre de leur importance. Elles sont souvent c'est pas toujours très bien géré, assez lourde. Bon, mais ça fait un peu deux mondes, un monde très dynamique autour des entreprises privées, souvent avec des capitaux extérieurs, et puis les entreprises d'État qui correspondent à une période idéologiquement différente. Alors, une première question qu'on va se poser, c'est ces IDE, d'où viennent-ils? Alors, naguère, c'était Russie puis Chine, mais pour des investissements qui n'ont jamais été considérables. Aujourd'hui, où les investissements extérieurs sont énormes, c'est essentiellement des pays de l'OCDE, autrement dit des pays développés. Pays de l'OCDE, je vous rappelle, c'est à la fois l'Europe, l'Europe occidentale, enfin non, l'Europe, on peut dire aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord et c'est les autres pays de l'OCDE de l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un cas particulier, c'est Taïwan, qui est un pays que le Vietnam diplomatiquement ne reconnaît pas, mais qui a des activités et des relations économiques, financières qui sont considérables. Alors voilà, j'ai pris plutôt que de faire un long discours, dans la revue donc, qui est l'organe de presse quasi officiel du gouvernement vietnamien. Bon, ben, regardez les titres de certains numéros. Le Vietnam figure parmi les destinations de choix des investisseurs taïwanais. Intéressant. Et puis là, on l'affiche clair et net. Et toujours dans le courrier du Vietnam, on voit un titre alors qui est pas très ancien. L'autre était encore plus récent. On parle de Foxconn. Foxconn, c'est une entreprise énorme, qui est une entreprise taïwanaise qui compte investir 700 millions de dollars au Vietnam, peut-être même jusqu'à 1 milliard, on ne sait pas encore exactement. Foxconn, plus d'1,1 million salariés dans le monde, vous voyez un peu la dimension, hein, nos groupes français sembleraient un peu rikiki à côté, dont pas loin de 900 000 en Chine. Mais l'emploi dans cette entreprise en Chine diminue. Il faut dire que les conditions de travail chez Foxconn sont assez dures, hein, les ouvriers s'en plaignent, mais pour une raison qui est beaucoup plus fondamentale, c'est que Foxconn préfère pas se retirer non, de Chine, mais diminuer ses affaires en Chine pour aller vers d'autres pays qui lui semblent politiquement, diplomatiquement plus sûrs. Donc là, on touche une question également géopolitique. Vous vous demandez ce nom pas très connu, Foxconn, comment ça se fait que ce soit une entreprise aussi gigantesque? C'est eux qui font pratiquement le sous-traitant de tous les grands groupes informatiques, d'Apple, etc. Alors, vous regardez cette voiture, c'est une photo prise au Salon de l'Auto à Paris, et puis vous allez dire, elle ressemble un peu à toutes les voitures qu'on connaît. Bon, on peut repérer que c'est une voiture électrique, d'accord? Eh bien, de même qu'il y a énormément d'investissements directs extérieurs de pays développés vers le Vietnam, il y a également des investissements directs du Vietnam vers les pays développés. Et là, c'est notamment le cas dans le domaine automobile avec cette ligne de produits. Il n'y en a pas énormément pour l'instant, 2, bientôt 4 voitures qui seront présentes sur les marchés européens d'une marque qui s'appelle VinFast, qui est un grand conglomérat, un peu à la manière de Hyundai en Corée.
Autrement dit, cette photo, pourquoi je l'ai prise, c'est pour montrer la montée en gamme des produits vietnamiens. Alors, une fois qu'on a vu d'où venaient les capitaux qui s'investissaient au Vietnam, on veut se demander, mais pourquoi il y a une telle hausse des investissements directs extérieurs vers le Vietnam? Incontestablement, ils se sont accrus dans ce contexte de tension commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc, aujourd'hui, de même qu'on l'a évoqué à l'instant pour Foxconn, l'énorme groupe thaïlandais, pardon, de la Chine de Taïwan, beaucoup d'entreprises occidentales freinent, voire diminuent leurs investissements en Chine. Autrement dit, elles cherchent des lieux d'accueil plus stables, des pays qui ont une législation favorable pour l'accueil d'entreprises de pays étrangers, des pays qui ont une main-d'œuvre formée et pas trop onéreuse si possible, et des structures d'accueil type parcs d'activités et autres. Alors l'évolution politique de la Chine est perçue aujourd'hui, et c'est une deuxième raison, comme moins favorable. Et je crois que les décisions prises lors du 20e congrès du Parti communiste chinois il y a très peu de temps, qui concrètement consistent à faire sortir du bureau politique tous les pragmatiques et ceux qu'on appelait un peu les économistes et laisser la place aux proches de Xi Jinping, n'est pas perçu par les entreprises comme un bon signe. Une autre raison de cette hausse des investissements, c'est que se constitue au Vietnam une classe moyenne désireuse de consommer. Alors là, ici, c'est assez intéressant. C'est dans un journal vietnamien, je crois que c'est dans le courrier du Vietnam. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, un constat dans le premier paragraphe. La Chine reste une source d'importation importante pour les grandes puissances économiques, États-Unis, Japon, Inde, Australie, les pays du Quad, etc. Bon, elle représente, selon les pays, de 16 à 25 de leurs importations. Donc ça reste un acteur déterminant, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de le nier. Mais regardez la suite, c'est très typique de la manière dont les Vietnamiens présentent les choses. Le Vietnam, ce qu'on dit aux lecteurs, écoutez bien, mais est un candidat tout à fait approprié pour réduire votre dépendance, à vous, membres du Quad, envers la Chine. Hein? Le pays est bien apprécié des investisseurs en raison de sa main-d'œuvre, déjà un bon niveau de qualification, main-d'œuvre abondante, et de ses nombreux accords et relations commerciales avec une économie assez flexible et qui peut être très réactive par rapport à l'innovation. Donc, en clair, le message est fort simple, mais pourquoi diable continueriez-vous à investir en Chine alors qu'à juste titre vous vous posez des questions? Mais venez chez nous, c'est beaucoup plus simple pour vous. Alors, voyons les aspects et les limites de cet accueil d'investissement direct. Le point fort, on l'a vu à propos des voitures, c'est l'orientation de la production vers des secteurs à plus haut niveau technologique, ça c'est clair. Et notons au passage que ça favorise l'emploi et un secteur privé dynamique. Maintenant, il ne faut pas non plus en dire plus que nécessaire parce qu'il y a aussi des limites hein, qui sont claires. La première limite, c'est que au Vietnam, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une activité, autrement dit, de sous-traitance pour l'essentiel. Les iPads, qui quittent pas mal la Chine et qui sont maintenant fabriqués pour une part au Vietnam, ben, il y a des pièces qui entrent, mais l'iPad, il ressort. Hein. Donc, une grande partie de ces productions est exportée vers les pays développés. Autrement dit, la stratégie des grandes entreprises, dans ce qu'on appelle l'élaboration d'une chaîne de valeur, c'est d'utiliser au mieux ce territoire parce qu'il est assez attractif, parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est assez bien formée, qui n'est pas trop chère. Ben voilà, c'est autrement dit, faites-nous cette partie du travail. Et puis après, on emporte ça et on va le vendre aux quatre coins de la planète. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que dans ces fameuses chaînes de valeur, la part du pays est quand même assez modeste. Mais quand on voit qu'il est réexporté, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait
pas loin de 350. Le total, vous vous souvenez, c'était 700 milliards pour importation et exportation réunies. Pour les exportations, on est à 360 et quelques milliards de dollars. Mais le solde positif pour le Vietnam n'est que d'une dizaine de milliards de dollars. Donc, vous voyez que ce n'est pas quand même un pays à la manière de la Corée du Sud ou de Taïwan. On n'y est pas à ce stade. Il y a des infrastructures qui ne sont pas suffisantes. Vous avez tous en tête la carte du Vietnam. C'est un pays très longitudinal, hein, avec plus de 1700 kilomètres entre Hanoï et Saigon. Et c'est vrai que les infrastructures de communication ne sont pas suffisantes actuellement. Et puis, il reste malgré tout, même s'il y a eu des progrès ces derniers temps, mais quand même une transparence dans les affaires qui reste à améliorer. On a vu la sphère population, on a vu la sphère économique en y passant pas mal de temps, parce que c'est là où on a bien senti dans cette ouverture, cet équilibre, la dimension géopolitique que représente l'économie ouverte du Vietnam. Mais voyons maintenant ce qui est fondamental dans l'aspect géopolitique des choses, c'est la question de la sécurité. Et là, les Vietnamiens sont lucides et les analystes le voient bien, le pays est dans une position quand même un petit peu délicate. Alors la Russie est passée au second plan, ça c'est une évidence. Hein. La- Quelles que soient les velléités du président Poutine en Asie, son audience est devenue faible. Sinon que parce que ça les arrange, les Chinois essayent d'avoir un partenariat avec la Russie sans un enthousiasme majeur d'ailleurs. La position est délicate parce que la puissance militaire chinoise, elle est là et elle est bien là. Et il y a une expression qu'utilisent les Vietnamiens, c'est pour dire à l'égard de leurs grands voisins, c'est l'ami dont on se méfie. Bon, l'histoire est là, vous savez qu'il y a eu deux millénaires de guerre, de conflits, de tensions avec la Chine. La Chine qui a toujours voulu afficher sa puissance, c'est une constante de la Chine. Et la deuxième constante, c'est de considérer les pays plus petits voisins comme des pays tributaires de la Chine. Alors, ça se traduit par des enjeux qui sont forts. Il y en a un qu'on avait étudié en détail l'an dernier, qui est la question de la mer d'Orient. C'est le nom qu'utilisent les Vietnamiens pour parler de la mer de Chine méridionale, avec des tensions et parfois des affrontements. Les Chinois refusant de reconnaître le droit international maritime et considérant que cette mer leur appartient. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Vietnamiens dans ce contexte-là? Jusque-là, avec une certaine habileté, voire même réussite, c'est une alternance de négociations diplomatiques suivies de moments de tension. Bon, des moments où on lâche un peu de l'Est, on fait comprendre aux voisins chinois, mais oui, que les relations ne peuvent qu'aller en s'améliorant. Et puis, quelques temps après, bon, manifester quelques mauvaises humeurs quand les gardes-côtes sont obligés de protéger les bateaux de pêche vietnamiens des navires chinois. Et qu'est-ce que font les Vietnamiens? Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant à observer, c'est que le pays tisse des relations de plus en plus diversifiées et à une échelle de plus en plus large dans toute la zone Indo-Pacifique. Alors, quelques images. Ici, vous voyez des bateaux de garde-côte vietnamiens, des bateaux assez modernes, qui tentent tant bien que mal de faire respecter un minimum d'ordre, non seulement dans leurs eaux territoriales, mais dans leurs zones économiques exclusives. Ce qui n'est pas facile, puisque ces zones économiques exclusives sont considérées par les Chinois comme étant leur mer propre. Ah, j'aime bien cette diapo parce elle est assez typique. Il y a quelques mois, la visite de la présidente de la Chambre des représentants avait déclenché, à Taïwan, avait déclenché la colère du gouvernement chinois et donc des gestes pour marquer cette mauvaise humeur, survol d'avions militaires, etc. Quelque temps avant, qui était passé beaucoup moins nettement, c'est la visite de Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, donc la vice-présidente américaine, qui vient en visite officielle au Vietnam. Alors, ce qui est assez habile, c'est que c'est la vice-présidente vietnamienne, qui est une femme, qui l'invite.
Autrement dit, il y a à la fois une relation de cordialité, il y a le fait que c'est une vice-présidente qui invite une vice-présidente, et en même temps, ben, on va en profiter pour se dire un certain nombre de choses. Et là, eh bien, que voit-on? Kamala Harris, donc la vice-présidente des États-Unis, regardez les drapeaux derrière, avec donc le président vietnamien. Et vous voyez qu'il y a bien sûr toujours les masses comme c'est usuel en Asie, mais ils vont se dire des amabilités qui sont des amabilités politiques. Hein. Donc le président Nguyen Xuan Phuc, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il a hautement apprécié, alors le terme qu'utilisent les Vietnamiens, c'est le partenariat intégral Vietnam-États-Unis. Alors qu'est-ce qu'il y a dans intégral? C'est que ce partenariat touche pas simplement au fait qu'il y ait une communauté vietnamienne importante aux États-Unis, pas uniquement parce que les États-Unis sont leurs meilleurs clients, pas uniquement parce que les États-Unis investissent beaucoup au Vietnam, mais pour des raisons politiques, diplomatiques, voire militaires. Alors là, c'est assez intéressant de voir ce propos, sans compter que, ben, qu'est-ce qu'il affirme, c'est le deuxième paragraphe, que le Vietnam persiste. Persiste. Ça veut dire que c'est une politique qui a déjà une certaine antériorité. Dans la mise en œuvre de quoi? Qu'est-ce qui intéresse d'abord les Vietnamiens? La mise en œuvre de la politique extérieure d'indépendance. En disant cela, c'est manière de dire indirectement au gouvernement chinois, mais attendez, mes bons amis, nous, autorités vietnamiennes, nous sommes à la tête d'un pays indépendant. Donc une politique d'indépendance, d'autodétermination, regardez les termes qui suivent, chacun est important, de diversification et de multilatéralisation de ces relations. Bon, je crois que là, tout est dit, hein, tout est dit. Vous comprenez que là, dans le domaine géopolitique, et en particulier dans sa dimension touchant question de sécurité, il y a quelque chose d'important à travers ces rencontres. Alors, face à la montée de la puissance militaire chinoise, quelle va être la stratégie que va mener le Vietnam? C'est une augmentation d'abord très significative du budget militaire. Bon, alors 4 milliards de dollars. Évidemment, c'est très modeste par rapport à celui de la Chine, qui est un peu plus de 150 milliards de dollars. Alors, la stratégie vietnamienne affichée, c'est une stratégie A2/AD, ça veut dire quoi? Anti-access, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès chez nous. Et en matière aérienne, ben, on vous dénie le droit d'être présent au-dessus de notre espace. Alors, officiellement, ça s'adresse à tout pays, mais on voit qui est visé en l'occurrence. Alors, pour parvenir à ça, les Vietnamiens ont un arsenal qui s'est modernisé. Et il y a un trafic assez important qui s'est réalisé ces derniers temps via l'Inde. L'Inde vous vous souvenez de ce graphique, là où on a vu que l'Inde était le premier acheteur de matériel militaire russe. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revendu des sous-marins, ce qu'on appelle de la classe Kilo, qui sont assez modernes, et des frégates équipées de missiles, et également les navires garde-côte, on en a vu un. Bon, donc il y a un arsenal qui est modeste, certes, mais assez moderne et qui correspond aux besoins du pays. Sans oublier aussi qu'il y a eu des achats, oui, encore plus récents de sous-marins un peu plus modernes. À terre, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Vietnamiens, ils ont une armée dans l'histoire contemporaine qui a fait ses preuves, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui ne s'y est pas cassé les dents face aux Vietnamiens. Alors cette armée, non seulement elle a on va dire un savoir-faire militaire, mais elle est équipée aujourd'hui de matériel plutôt moderne, et notamment tous ceux de la famille des missiles S-300, qui sont des missiles russes, et qui ont ben, malheureusement, les Ukrainiens, on voit bien un peu l'efficacité par rapport à la destruction tous ces derniers temps de leur réseau d'énergie. Notez que les Russes n'ont jamais vendu de S-300 aux Chinois. Il y a aussi une stratégie politique. On a commencé à l'évoquer là, avec la visite de Kamala Harris. Et en essayant de faire admettre une position proche de ce que souhaite le Vietnam à travers des structures régionales, comme on dit, comme l'ASEAN,
à propos des principales tensions géopolitiques. Alors là, on vise en particulier la question de la mer orientale. L'ASEAN parle de mer orientale, alors que les Chinois, pour eux, il n'y a qu'une dénomination, c'est mer de Chine méridionale. Un début de dialogue avec le Quad. Alors, le Quad, c'est pas une structure justement, c'est un dialogue quadripartite. Donc, autrement dit, il n'y a pas beaucoup de juridisme, de formalisme dans cette structure qui est ancienne, hein, qui date de 2006. Au départ, ça avait été pour structurer et organiser l'aide après le tsunami indonésien. Aujourd'hui, le Quad, il touche à pas mal de choses, aussi bien à la lutte contre le Covid, à des projets de développement, mais c'est aussi une structure de dialogue sur les questions de sécurité. Le Quad a un leitmotiv, c'est que la circulation soit libre sur toutes les voies maritimes. Quelque chose qui n'est pas pour déplaire au Vietnam, notamment par rapport à la question de la mer de l'Est. Bon, donc il y a eu quelques rencontres. Alors bien sûr, les Vietnamiens sont très prudents. Ils ne vont pas s'engager dans quelque chose qui demain pourra avoir une allure plus militaire, entre guillemets. Les pays du Quad étant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Mais il y a parfois des réunions de ce qu'on appelle le Quad Plus, où d'autres pays y participent. On voit aussi quand même que le Vietnam a une grande prudence. Une grande prudence, toujours cette notion de l'équilibre, en particulier à l'égard des points chauds vis-à-vis de Taïwan. Autant les relations économiques sont denses, autant quand vous regardez le réseau de Vietnam Airlines, vous voyez la densité des vols. Mais il n'empêche que pour le gouvernement vietnamien, il n'y a qu'une Chine. Ceci étant dit, qu'une Chine, mais ils n'ont aucune envie que le statu quo actuel change. Donc, ce n'est pas du tout eux qui vont pousser les Chinois à envahir le Taïwan. Bon, prudence aussi à l'égard de la Corée du Nord, pays difficile à cerner parfois dans son attitude. Et prudence aussi par rapport à la guerre en Ukraine, qui s'explique parce que les Vietnamiens ont besoin de matériel militaire russe, mais qui s'explique aussi bon, par rapport et qui s'est traduit par, non pas par des approbations de l'agression russe en Ukraine, mais par des abstentions et par des bonnes paroles disant bah, il faut absolument que les deux belligérants entament des négociations de paix. Bon, ça, évidemment, c'est facile à dire. Voilà ce qu'on peut dire sur ça. Donc, vous pointez que les trois pays de la péninsule ne sont pas dans les mêmes situations et qu'on a vu, au fond, qu'on est soit dans des situations d'assez forte dépendance, soit dans des situations de recherche d'un équilibre, d'une autonomie beaucoup plus affirmée. Voilà, il nous restera un cours le 14 décembre où on regardera un petit peu l'inscription géopolitique des pays de la péninsule dans les grandes questions qui touchent à la vie de l'Asie-Pacifique.